Bonjour, je m'appelle Salma Hajé, je suis médecin et je suis membre du bureau du groupe Tawhida Benchir bientôt 10 ans. Nous avons récemment créé un réseau à l'échelle de la région du monde arabe, l'Afrique du Nord et la région du monde arabe, donc le MENA, ce qu'on appelle MENA, pour le droit à l'avortement. Ce réseau a pour objectif, en fait, à la fois de permettre aux pays du monde arabe où l'avortement est illégal dans la plupart des cas, mais il est pratiqué de façon clandestine dans des conditions plus ou moins acceptables, et d'être mieux informé et d'utiliser l'expérience de la Tunisie, qui est un pays où l'avortement est légal depuis 50 ans et qui a une pratique extrêmement reconnue et de qualité en termes d'avortement, de permettre de réaliser une plateforme où toutes les personnes, qu'elles soient organisations ou féministes ou activistes ou médecins ou personnel de santé, de s'informer et aussi de communiquer et d'échanger les expériences vécues dans toute la région. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Tunisie, l'avortement est légal sans aucune restriction. C'est-à-dire que toute femme qui est majeure a le droit de s'adresser à un établissement public ou privé pour demander un avortement et l'obtenir. Donc il n'y a pas de restriction, qu'on soit célibataire, veuve, divorcée ou mariée avec 0 enfant, 1 enfant, 2 ou plus. L'avortement est légal, disponible et accessible pour toute femme en Tunisie, et c'est l'exception évidemment, dans la région particulièrement. Alors l'avortement clandestin, ce qu'on appelle l'avortement clandestin ou l'avortement fait dans de mauvaises conditions, est une situation que l'on voit essentiellement dans les pays ou les régions où l'avortement est illégal. Et aussi, malheureusement, dans les régions très éloignées, supposons par exemple une femme qui a une grossesse dans une zone extrêmement excentrée, sans accès à un service de santé de qualité, elle risque de faire appel à une personne qui va lui procurer des méthodes qui ne sont pas reconnues, qui sont clandestines ou qui font appel à des substances qui peuvent être toxiques, qui peuvent être source d'infection, ou qui utilisent des instruments qui ne sont pas les instruments utilisés habituellement en médecine et qui peuvent provoquer des accidents graves, parfois même mortels, avec des perforations d'organes ou des infections, des hémorragies qui peuvent mettre la vie de la femme en danger. Évidemment, cette situation en Tunisie, on ne la vit plus depuis 50 ans, puisque l'avortement est légal et accessible, et qu'il y a des structures qui gratuitement, il faut le rappeler, gratuitement, font des avortements pour toute femme. Jusqu'au début des années 2000, l'avortement était chirurgical, c'est-à-dire qu'on pratiquait soit ce qu'on appelait avant le curetage, où on grattait l'utérus, c'est pour ça qu'on dit cureter, avec une curette, et par la suite, par aspiration, ce qui est une méthode moins traumatique. Et aujourd'hui, il est recommandé de ne faire que des aspirations. Le curetage est une méthode qui devrait être complètement abandonnée, malgré le fait qu'il y a encore des pays où on la pratique. Le début des années 2000, il y a eu cette révolution en matière d'avortement par la découverte d'une molécule qui arrête la grossesse, qui s'appelait à l'époque le RU486, qui a maintenant un nom plus médical et moins chiffré, donc qui s'appelle la mifepristone, et qui arrête les grossesses jusqu'à pratiquement la fin du premier trimestre certainement, avec des taux quasiment proches de 100%. Et même plus tard, avec d'autres techniques, dans les grossesses du deuxième trimestre, on peut l'utiliser avec des taux d'efficacité qui sont extrêmement avantageux puisqu'ils évitent la chirurgie. Alors on l'associe, comme je vous ai dit, à une deuxième molécule qui s'appelle le misoprostol, qui était un traitement qu'on utilisait pour les ulcères, qui est connu comme étant à risque chez les femmes enceintes d'ailleurs. Quand on regarde les médicaments à l'origine, c'est écrit interdiction en cas de grossesse. Et qui, utilisé avec cette mifepristone, donne de très bons résultats. Et cette molécule qui n'est pas chère du tout est aujourd'hui disponible partout dans le monde, presque autant que les comprimés d'aspirine que l'on vend dans les petites boutiques de tabac ou de produits divers. Le misoprostol est aussi très efficace, pas autant que la combinaison qui est celle qui est recommandée, mais il est tellement efficace lui aussi, si on sait l'utiliser aux bonnes doses, aux doses recommandées par les organisations internationales. Et ces différents protocoles existent dans toutes les revues internationales, dans les recommandations de l'OMS, où il y a maintenant des ouvrages, des guides d'utilisation de l'avortement médicamenteux qui sont disponibles pour tout le corps médical,
et le corps paramédical, puisqu'aujourd'hui on pense que les sages-femmes aussi, et certains infirmiers formés à la santé reproductive sont parfaitement capables, et le font peut-être même mieux que les médecins dans certaines conditions, quand il s'agit de conditions où il n'y a pas de structure médicale, donc sont parfaitement capables de faire les avortements et de suivre les avortements médicamenteux. Plus encore, l'avortement médicamenteux est une méthode tellement, disons, à la portée des femmes qu'on considère que c'est une méthode, on l'appelle en anglais le One No Touch Procedure. C'est-à-dire c'est une procédure où on ne touche pas, on prend juste des comprimés et le déroulement de l'avortement se fait en général, dans la plus grande majorité des cas, de façon très attendue. Les chiffres de l'avortement en Tunisie n'ont presque pas bougé depuis 20 ans. Dans les années 80, on comptait, je parle bien sûr du secteur public parce que malheureusement on a quelques évaluations mais pratiquement aucun chiffre fiable dans le secteur privé. Mais dans le secteur public, dans les années 80, on était à peu près à 20 000 avortements par an. Depuis le début des années 2000, on est en situation de stabilité, c'est un plateau qui tourne autour de 15 à 16 000 avortements par an. Et c'est intéressant de noter ce fait parce qu'on a beaucoup craint et beaucoup accusé le risque de voir avec l'avortement médicamenteux une explosion des avortements chez les femmes parce que c'était très facile et qu'elles pouvaient répéter ça à l'infini. Mais en fait, on voit qu'on n'a pas d'augmentation du nombre d'avortements avec l'avortement médicamenteux et c'est quelque chose qui a été rapporté dans presque tous les pays où l'avortement médicamenteux a pris la place de l'avortement chirurgical. En fait, parce que décider d'avorter, c'est vraiment une décision que les femmes ne prennent pas à la légère. Pour les complications, bon, il y a dès l'instant où l'avortement est légal et qu'il est fait dans de bonnes conditions, dans des structures sanitaires reconnues et qu'il respecte les règles de prescription, les complications sont pratiquement négligeables. C'est vraiment l'avortement clandestin qui est la source de complications et de mortalité importante. C'est vrai que la législation tunisienne et la mise en place du planning familial en Tunisie datent des années 70, la fin des années 70 on va dire, et que les premières campagnes du planning familial ont été des campagnes d'abord qui ont été portées par le gouvernement, par l'État tunisien, et aussi avec l'aide d'organisations internationales qui ont joué un rôle fondamental pour installer le programme, ce qu'on appelle le programme du planning familial. Particulièrement, ce programme a impacté sur la formation des prestataires et la mise en place d'un système qui touchait toutes les régions les plus éloignées par la mise en place d'équipes mobiles, ce qu'on appelait les équipes médicales mobiles, qui allaient dans une petite ambulance jusqu'au fin fond des régions les plus reculées pour expliquer, pour procurer des soins, pour donner la contraception et pour éduquer les femmes en matière de santé et de planning familial. Malheureusement, plus la Tunisie se développait, plus les moyens, donc l'aide diminuait, et plus avec l'atteinte des objectifs de natalité, on a vu un affaiblissement du programme du planning familial, surtout à la fin des années 2000, et une perte aussi, disons, de la motivation politique, ce qu'on appelle le political will. La conviction des politiques à l'égard du planning familial et de la santé reproductive, sexuelle et reproductive en général, n'est pas devenue une priorité. Et plus les femmes en fait gagnaient de l'espace et des droits, plus on voyait les services de santé sexuelle et reproductive régresser. Évidemment, comme d'habitude, c'est aussi le développement du secteur privé par rapport au secteur public. Donc les plus pénalisées, c'est toujours les femmes qui sont les plus vulnérables, les pauvres, celles qui habitent dans des régions rurales et qui n'ont pas accès aux soins. Donc c'est elles qui ont le plus pâti du manque d'accès à l'avortement en particulier, et plus particulièrement encore les jeunes femmes, les femmes célibataires, mais aussi les femmes qui sont handicapées ou qui sont porteuses d'un handicap sévère, qui sont toujours stigmatisées et un peu négligées. Donc voilà, on est aujourd'hui face à une situation où il y a à la fois un conservatisme important qui chasse un peu les grandes acquisitions de la Tunisie, une résistance des services publics, par faute de moyens, mais aussi par faute de conviction, avec donc une régression de la qualité des services et de l'accès aux soins, aux services de santé sexuelle et reproductive. Ce qu'on a aussi constaté nous-mêmes dans notre association, nous avons fait il y a 2 ans une grande enquête
relativement grande enquête sur le Grand Tunis chez les jeunes pour un peu évaluer leurs connaissances et leurs attitudes en matière de santé sexuelle et reproductive. Et à notre grand étonnement, nous avons vu que plus de 50% des filles, des femmes entre 15 et 30 ans ne savent pas que le planning familial est un service gratuit, ne savent pas que l'avortement est légal, ne savent pas que la contraception est disponible aussi bien pour les filles, les femmes célibataires, les jeunes, que les femmes mariées. Donc il y a une méconnaissance importante, en tout cas, du programme de santé reproductive. Il y a une méconnaissance de ce que c'est que la sexualité. L'éducation sexuelle est quasiment absente chez les jeunes actuellement dans les écoles. Suite à cette enquête, nous avons décidé en 2018 de nous atteler à un guide pour l'éducation sexuelle des jeunes qui soit accessible, qui ne soit pas un ouvrage didactique, mais un ouvrage scolaire, mais un ouvrage réellement qui utilise le langage des jeunes. Et donc je suis heureuse d'annoncer là sa publication prochaine. Il est actuellement prêt, il a été testé. Je pense que c'est un ouvrage qui sera très utile, surtout pour les jeunes, mais aussi pour les institutions qui accueillent des jeunes. Et j'espère que, en tout cas, les institutions publiques seront convaincues et pourront l'utiliser. Donc, je ne vois pas une société où se battre pour ses droits en tant que femme, se battre pour l'égalité avec les hommes, se battre pour avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs, ce soit has been. Non, les femmes ont encore beaucoup à acquérir, beaucoup. Elles restent encore, disons, en seconde position. Même dans les pays où les droits des femmes ont atteint un niveau qui nous impressionne, nous, elles continuent à se battre. Alors nous, dans le monde arabe, dans la région MENA, on a encore du chemin devant nous. Nous, les Tunisiennes, nous sommes un peu mieux lotis, mais je pense que les Tunisiennes ne se battent pas assez pour préserver leurs acquis, ni même pour atteindre un niveau d'égalité plus convenable. Nous avons actuellement encore beaucoup de chemin à faire pour atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes. Et dans la région MENA, c'est vraiment une situation inquiétante.